suis désolée d'arriver si tard. Vous allez pouvoir me trouver une place? Ah, ça c'est pas facile. Attendez, mais c'est que les affaires passionnelles attirent la grande foule. Tenez, venez par là. Je me consolerai jamais d'avoir manqué tout le début de l'audience. Dites-moi, c'est bien Rollin qui est au ministère public? Eh, pardon, tenez, mettez-vous là. Là-bas, madame. Merci. Oui, c'est monsieur Rollin. Il n'est pas trop dur en général, mais depuis que je suis huissier, je l'ai vu demander la peine de mort 3 fois. Et l'obtenir. Mais aujourd'hui, avec une femme, vous savez... Si Irène Berrier est coupable... Mais enfin, a-t-elle tué son mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle prétend toujours qu'il s'est tiré lui-même les 2 coups de revolver. Et puis un témoin a raconté qu'étant jeune homme déjà, monsieur Berrier avait voulu se suicider. Alors vous savez... Vraiment, il y a des doutes. Bon, je vous demande de m'excuser, madame, mais il faut que... Je vous en prie, et merci encore. Non, de rien, madame, de rien. La cour! L'audience est reprise. Le Florence Vanier n'a pas encore été amené? La voiture cellulaire a du retard, monsieur le président. Bien. Alors introduisez le témoin, madame Martine Perronnet. Prenez à la barre, madame. Vous êtes madame Martine Perronnet? Votre âge? Je suis née le 14 septembre 1933, j'ai 30 ans. Domicile? À Saint-Germain-sur-Morin, route de Paris. Profession? Couturière. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte de dire la vérité, toute la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Madame, vous êtes une amie de l'accusé. Oui, monsieur le président. J'aime Irène comme une sœur. Voulez-vous parler plus fort, madame, s'il vous plaît? Oui. Voulez-vous rapporter à la cour de façon précise ce qui s'est passé le dimanche 24 juin, quand vous avez vu arriver chez vous l'accusé, que vous n'attendiez pas, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas prévu. Il était à peu près 7 heures du soir. Mais vous êtes bien certaine de l'heure? Oui, monsieur le président. J'étais allée me promener avec la petite Marie-Claire et nous venions de rentrer pour préparer le dîner. L'enfant était chez vous depuis la veille. Madame Berrier, vous l'avez amenée sans vous avertir. C'était fréquent. J'aime ma filleule comme si elle était ma fille. Et mon ami savait que j'étais toujours prête à la recevoir. Surtout depuis le retour de Frédéric chez lui. Vous n'avez donc pas été surprise? Non, pas du tout. Ce qui m'a étonnée le dimanche, c'est l'état dans lequel est arrivée Irène. Elle était bouleversée. Même la petite s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Irène l'avait prise dans ses bras, elle répétait « ma pauvre petite chérie, ma pauvre petite ». Alors j'ai deviné que Frédéric avait encore dû lui faire une scène. Et j'ai envoyé Marie-Claire acheter du pain pour l'éloigner. Que vous a dit exactement, Madame Berrier? Je ne sais plus bien tous les mots exacts. Et je me rappelle qu'elle m'a dit « ce qui devait arriver est arrivé ». Et moi j'ai compris d'abord que Frédéric l'avait quittée. Le plus pressé, ça m'a paru de la remonter, de lui faire boire quelque chose. Puis je lui disais qu'il vaudrait mieux qu'elle divorce. Il est curieux que vous n'ayez pas cherché tout de suite à en savoir davantage sur ce qui venait de se passer. Irène m'avait dit avoir eu une scène horrible avec son mari. Je n'osais pas insister pour ne pas la lui faire revivre, monsieur le président. Et c'est dans la nuit seulement que l'accusé vous a déclaré « Mon mari s'est tué ». J'étais inquiète, je ne pouvais pas dormir. Je l'entendais marcher sans arrêt dans la chambre au-dessus. Alors je me suis levée, je suis montée. Et elle m'a dit tout de suite « Frédéric s'est tué. Il s'est tiré un coup de revolver. » Vous avez dû être bouleversée. Affolée, oui. Je ne comprenais pas pourquoi Irène n'avait pas alerté la police, je voulais le faire. Et c'est à ce moment qu'elle m'a répondu « Non, ne fais rien parce que c'est moi qui l'ai tué. » Vous êtes absolument certaine de cela? Oui. Mais j'ai été tout de suite soulagée quand elle a ajouté en pleurant « C'est à cause de moi qu'il s'est tué. » Je n'ai pas eu assez de patience pour supporter ce qu'il était devenu. Non, c'est extrêmement important, madame, vous en avez conscience, j'en suis sûr. Ce sont les termes exacts dont s'est servi l'accusé. Je crois. Oui, monsieur le président. La défense? Une question, monsieur le président. Je voudrais savoir si le témoin rencontrait souvent Frédéric Berrier. Non, pas souvent. Déjà parce que
J'habite assez loin. Et puis, parce que je suis l'amie d'Irène, pas celle de Frédéric. Quelle était l'attitude de M. Berrier à l'égard du témoin? Son attitude? Oui, simplement cordiale? C'est-à-dire... J'aurais préféré garder ça pour moi. Aussitôt après la mort de mon mari, il y a 4 ans, Frédéric m'avait proposé une liaison. Proposition que vous avez refusée? Mais naturellement. Il est revenu à la charge plus tard, 1 mois seulement avant sa mort. Je lui ai fait la même réponse. Vous avait-il, lui, parlé de l'achat du revolver? Oui. Ce jour-là, précisément, après mon refus. Et il m'a dit en riant, à la bonne heure, vous êtes prudente, vous savez qu'Irène a acheté un revolver. Et si elle vise mieux que Florence Vanier, nous y passerions tous les deux. Je demande pardon, Monsieur le Président. Monsieur Berrier a bien dit Irène a acheté un revolver. Oui, maître. Vous ne devez pas vous adresser directement aux avocats. Et l'accusée, elle, vous en avait-elle parlé? Oui. Elle m'avait dit, Frédéric a tenu absolument à ce que j'achète un revolver. Je ne voulais pas, mais c'est plus prudent. Je vous remercie, madame. Rien à ajouter? Messieurs, plus de questions? La Cour vous remercie, madame. Florence Vanier est-elle arrivée? Oh oui, Monsieur le Président. Bon, qu'on la conduise ici, alors. Je peux m'en aller, Monsieur le Président? Vous pouvez demeurer dans la salle, madame. Garde, accompagnez Florence Vanier jusqu'à la barre. Bien, vous vous appelez Florence Vanier et vous avez 40 ans. Oui. Vous n'avez pas à prêter serment. Étant actuellement en train de purger la peine de 20 années de réclusion criminelle à laquelle vous avez été condamné pour avoir tué la maîtresse de Frédéric Berrier et blessé M. Berrier lui-même. Vous ne pouvez être entendu qu'à titre de renseignement. Je ne sais rien sur cette affaire, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait venir. J'étais déjà détenue quand c'est arrivé. Voulez-vous nous parler de Frédéric Berrier? C'était un homme extraordinaire. Dans quel sens l'entendez-vous, madame? Pas comme les autres. Je l'aimais et j'étais très jalouse. J'avais toujours peur qu'il me quitte pour une autre. Je le questionnais. Nous disputions souvent parce qu'enfin, il ne pouvait pas s'empêcher de regarder toutes les femmes. Il me semblait que ça lui faisait plaisir de me faire de la peine. Il faut continuer, Monsieur le Président. Mais oui, si vous voyez quelque chose d'intéressant à ajouter. Oh, d'intéressant. Frédéric était bizarre. Tout le temps, il me demandait ce que je ferais s'il me trompait. Je n'en pouvais plus de l'entendre me répéter toujours la même question. Et que lui répondiez-vous? Le plus souvent, je ne lui répondais même pas. Mais à 2 ou 3 reprises, comme il revenait toujours à la charge, je lui ai dit que je le tuerais. Connaissiez-vous l'accusé? Non. Frédéric me parlait quelquefois de sa femme, rarement. Il ne voulait pas qu'elle apprenne mon existence, pour ne pas lui faire de peine. Il avait de ses délicatesses pour elle, mais pas pour moi. Oui, je vois mal l'intérêt de cette déposition pour la Cour. La défense, une question? C'est vous, maître Giquel, qui avez demandé que Florence Vanier soit entendue? En effet, Monsieur le Président. Je voudrais que Florence Vanier nous décrive le comportement de Frédéric Berrier immédiatement avant leur rupture. Je voudrais savoir s'il lui a caché qu'il la quittait pour aller vers une autre femme. Voulez-vous répondre à la question de la défense? Oui, Monsieur le Président. Frédéric a tout fait pour que je sois au courant. Lui avait-il dit de quelle femme il s'agissait? Oui. Une jeune fille qui était manucure. Elle habitait à Vaugirard. Il m'avait dit qu'il la rencontrait chez elle. Et avait-il précisé à quel moment? Oui. Et il m'avait donné l'adresse. J'étais d'autant plus jalouse. J'allais les guetter. Mais j'ai déjà tout dit au cours de mon procès à moi. Je remercie le témoin. Messieurs de la Cour, messieurs les jurés, l'intérêt de ces renseignements vous apparaîtra mieux tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, ils éclairent d'un jour plus précis le portrait de Frédéric Berrier. Plus de questions, messieurs? Bien, garde. Emmenez mademoiselle Vanier. Voulez-vous maintenant appeler monsieur Claude Granger? Oui, Monsieur le Président.
Monsieur, vous vous appelez? Claude Granger, 29 ans. Profession? Antiquaire à Paris, 72 rue Balu, Monsieur le Président. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Vous êtes un cousin de l'accusé. Très éloigné, Monsieur le Président. Je l'ai perdu de vue au moment de son mariage. J'habitais encore à ce moment-là en province. Puis, lorsque j'ai appris par la presse la tentative d'assassinat dont Frédéric Berryer avait été victime, je me suis mis immédiatement à la disposition de ma cousine pour l'aider de mon mieux. Voulez-vous nous dire ce que vous savez? Rien sur la mort de Frédéric Berryer, évidemment, Monsieur le Président. Pourtant, monsieur, il s'est passé une chose assez troublante ce dimanche 24 juin. Quelqu'un vous a vu à Villerennes, à la villa même, vers 18h. Soit après la mort de monsieur Berryer et en principe en l'absence de sa femme. En effet, je suis allé là-bas en coup de vent à cette heure-là, je n'en ai pas fait mystère. Si, monsieur. Vous avez commencé par en faire mystère. Jusqu'à ce que vous appreniez qu'on vous y avait vu. Vous avez été reconnu par ce même voisin qui, vers 15h, se reposait au fond de son jardin et a entendu les 2 coups de feu qu'il a pris pour des pétards. À 18h, ce témoin promenait son chien dans la rue et il a remarqué votre voiture en stationnement devant la propriété. Voiture qu'il avait déjà vue à diverses reprises. La marque peu répandue en France l'avait frappé. C'est possible, Monsieur le Président. Il s'est rappelé avoir vu un homme sortir de la maison, au moment où il passait. Je le répète, vers 18h. Donc, vous étiez entré? Ben oui, puisque les portes étaient ouvertes. J'étais très surpris de ne voir personne. Vous avez donc dû monter jusqu'au premier. Oui, naturellement. Et en fait, c'est vous qui avez découvert le corps le premier. Et vous n'avez rien dit, rien fait. Vous êtes reparti chez vous. En effet. Votre réaction, ou plutôt votre manque de réaction, est pour le moins surprenant. Heureusement qu'on a pu vérifier votre emploi du temps à l'heure où Frédéric Berryer est mort. Votre présence sur les lieux pouvait vous compromettre gravement. Elle s'explique mal. Pourquoi êtes-vous allé chez votre cousine ce dimanche-là? Par hasard? Si on veut. Aviez-vous rencontré Madame Berryer ou communiqué avec elle? Non, je n'ai pas vu Madame Berryer ce jour-là. Seulement sa voiture. Sa voiture? Où l'avez-vous vue? J'étais sorti dans l'après-midi, je revenais chez moi à pied. À quelle heure? Environ 4h15, je pense. En arrivant à proximité de mon immeuble, j'ai reconnu la voiture qui démarrait. Une décapotable, avec Irène, avec Madame Berryer au volant. Je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas entendu, naturellement. Alors vous vous êtes inquiété de cette visite? Inquiété? Non, pas vraiment, Monsieur le Président, il n'y avait aucune raison. Il lui arrivait de me dire bonjour en passant. J'ai attendu que s'écoule le temps nécessaire au trajet Paris-Villerennes, et puis à plusieurs reprises, j'ai essayé de lui téléphoner chez elle pour lui dire qu'elle m'avait manqué de peu. Il n'y avait personne. Enfin, vous vous êtes tout de même inquiété, puisque vous êtes accouru aussitôt. Non, je n'avais rien de particulier à faire. J'ai pris ma voiture et je suis allé jusque là-bas. Qu'avez-vous pensé en découvrant le corps de monsieur Berryer? J'étais bouleversé, naturellement. J'ai pensé à un suicide ou à une attaque de malfaiteurs. Et j'en ai déduit que Madame Berryer était venue chez moi chercher secours. Mais vous êtes retourné chez vous aussitôt. Mais oui, de crainte que nous nous manquions comme cela indéfiniment. Je l'ai attendue, persuadé qu'elle allait revenir ou me téléphoner. Je n'osais plus bouger. Je l'ai attendue ainsi toute la nuit et c'est au matin que j'ai tout appris par un coup de fil de Madame Perronnet. Mais l'accusé vous avait écrit ce jour-là? On me l'a appris à l'enquête. Je n'ai pas reçu la lettre. Mais évidemment, puisqu'elle a été trouvée avec son enveloppe timbrée dans un sous-main appartenant à Madame Berryer. Elle était datée du matin. L'accusée a prétendu avoir eu l'intention de la poster dans la soirée et puis l'avoir complètement oubliée lorsqu'elle a quitté la maison précipitamment après le drame. Usant de mon pouvoir discrétionnaire, je vous donne lecture de cette lettre. La voici. Je vous demande, monsieur, d'être très attentif. Oui, Monsieur le Président. Mon cher Claude, je n'en peux plus. Il n'y a qu'à toi que je puisse me confier totalement. À toi qui sais toute ma vie. Je suis arrivé au bout de mon courage. Voilà le moment où la moindre goutte d'eau, je le sens, fera déborder le vase. Et Frédéric fait tout ce qu'il peut pour me mettre hors de moi.
Je te le répète, je n'en peux plus. Hier, sans réfléchir, j'ai conduit Marie-Claire chez Martine pour être plus libre. Libre de quoi, je l'ignore moi-même. Car maintenant, au contraire, je voudrais avoir ma petite fille près de moi, comme si sa présence devait me protéger. Tu vois, je ne sais plus ce que je veux, ni où j'en suis. Si Frédéric va trop loin, je me sens capable de tout. Et toi, tu sais ce que cela signifie. C'est un soulagement pour moi de pouvoir t'écrire, à toi si compréhensif et si bon. Bien que l'année dernière ait été pénible pour moi, j'en viens à regretter ce temps-là. Au moins, quand Frédéric était à la clinique, nous pouvions passer ensemble de bonnes heures librement. Mais je m'arrête, mon cher Claude. Si je m'attendris sur moi, ce sera la crise de larmes. Je t'assure que je pleure plus souvent qu'à mon tour. Oui, vraiment, ils ont raison, ceux qui disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pardonne-moi de te faire partager ma peine. Pense à moi très fort. J'en ai besoin. Je t'embrasse, Irène. Monsieur Granger, qu'auriez-vous pensé si vous aviez reçu cette lettre? Je n'aurais certainement pas été surpris, Monsieur le Président. J'estimais que la situation ne pouvait s'éterniser. Connaissiez-vous Frédéric Berrier? Très peu. Depuis sa convalescence, je l'avais vu 2 ou 3 fois. Il me paraissait déplaisant. Et puis, il avait été injurieux à mon égard au sujet de mes relations avec Madame Berrier. Je ne tenais pas à le fréquenter. D'après cette lettre, vous savez, vous, paraît-il, ce que signifie « je me sens capable de tout ». C'est-à-dire, selon vous? C'est-à-dire qu'Irène était capable de s'enfuir avec sa fille. Elle me l'avait dit. De s'enfuir où? Je l'ignore. De se réfugier chez vous, peut-être? Peut-être. Si elles étaient venues toutes les 2 chez moi, je les aurais accueillies. Si vous aviez reçu cette lettre, en lisant capable de tout, vous n'auriez vraiment pas craint que Madame Berrier veuille dire par là capable de tuer Frédéric? Non, certainement pas, Monsieur le Président. Monsieur, n'avez-vous jamais proposé à l'accusée de l'épouser si un jour elle était ou se rendait libre? Non, Monsieur l'avocat général, jamais. Et cela en dépit de mon affection pour elle. Je me rends parfaitement compte que ma présence est compromettante pour Madame Berrier. Il est toujours très difficile, messieurs, de prouver que l'on n'est pas l'amant d'une femme. Surtout d'une femme que l'on voit presque tous les jours pendant près d'1 an. Cependant, j'affirme n'avoir jamais été l'amant de Madame Berrier, et j'ose même ajouter ceci. Je me permets... Enfin, je n'admets pas que l'on puisse mettre ma parole en doute. La partie civile, une question? Il n'en reste pas moins vrai qu'après la mort de son mari, Irène Berrier s'est précipitée chez le témoin, et qu'elle n'est allée chez son amie Madame Perronnet que pour avoir trouvé porte close chez son cousin. Son cousin, à qui elle avait écrit le matin même une lettre pleine d'abandon. Son cousin sur le qui-vive et craignant le pire, probablement. Tellement même qu'il accourt à Villerène à la moindre alerte. La défense, maître Giquel. J'attire l'attention de la Cour et de messieurs les jurés sur ceci. Une femme qui médite un crime ne laisse pas derrière elle une lettre qui peut la compromettre et compromettre le destinataire. Alors, voyons, cette lettre prouve au moins qu'il n'y a eu aucun calcul de la part de Madame Berrier. À moins que ce ne soit une suprême habileté. Irène Berrier, vous avez omis de nous dire vous-même que vous vous étiez rendu à Paris avant d'aller à Saint-Germain. Encore une de ces choses que vous aviez oubliées, probablement. Je n'en ai pas parlé. Je ne sais plus. Madame Berrier, que je sache, n'a jamais prétendu ne pas être passée par Paris. Mais elle n'a pas dit non plus qu'elle y était allée, maître. Les vérités sous-entendues sont trop subtiles pour moi. Je veux la vraie vérité, au lieu de celle que l'accusé s'est fabriquée. Oh, de toute façon, vous vous refusez de la croire, alors? Plus de questions, messieurs? Non. La Cour vous remercie. Je voudrais ajouter encore un mot, Monsieur le Président. Mais je vous en prie. Voici. J'ai parlé de mon affection pour Madame Berrier. Je l'estime aussi pour son courage et sa patience. Sachant ce qu'elle a enduré auprès de son mari, si elle avait tiré elle-même sur lui ces 2 coups de revolver, je ne lui enlèverais pas pour autant mon estime et mon affection. Et si elle l'avait fait, messieurs, je la supplierais de le dire. Parce que je suis certain que, comme moi, vous comprendriez son geste. Moi, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Claude, ça, c'est trop. Qu'on me laisse, qu'on en finisse, je n'en peux plus, c'est moi.
J'ai tué mon mari. Madame, voilà un aveu tardif. Mais Je ne pouvais pas le dire. C'était impossible. voulez-vous nous préciser alors exactement en quoi vous avez menti? Tout ce que j'ai dit est vrai. Sauf ça. Après avoir pris le revolver, je ne l'ai pas reposé sur le secrétaire. Je ne suis pas descendue au rez-de-chaussée. Je ne sais plus comment les choses sont passées. Frédéric m'avait mise hors de moi. Il continuait à me dire des choses terribles. Il se moquait de moi, de mon amour, de mes lettres. Il a fait 3 pas en avant. Oui, il est venu au-devant de moi en criant et j'ai tiré vers sa poitrine. Sans viser vraiment, j'ai tiré 2 fois. Il est tombé. Voilà, c'est tout. Ah, et vous l'avez touché, secoué? Oui, c'est vrai. Ma main a glissé un peu sur sa chemise et s'est tachée de sang. C'est vrai. Tout le reste est vrai. Vous aviez reposé l'arme sur le rabat du secrétaire? Oui. Vous êtes alors descendu comme une folle dans la cuisine? Oui. Vous avez bu de l'eau? Oui. Et puis vous êtes remonté et la vue du revolver sur le rabat du secrétaire vous a dégrisé. Froidement, vous avez médité de maquiller votre crime en suicide. Oui, mais pas froidement. Enfin, ça ne fait rien, qu'on en finisse. Vous avez posé l'arme à côté de la main de votre mari. Oui, c'est ça. Vous êtes allé dans la salle de bain vous laver les mains, laver cette tache de sang qui avait déjà signé votre forfait sans que vous vous en rendiez compte. Oui, je ne me rendais pas compte. Et vous avez pris la fuite, courageusement. Oui, je suis partie. Vous n'aviez pas mis Monsieur Claude Granger au courant de votre projet criminel? Il n'est pas accouru pour voir? Non. Non, puisqu'il n'y avait pas de projet. Oh, je vous en prie. Pour le reste, j'ai dit la vérité. La défense? Eh bien, vous l'avez tout entière, cette vérité que vous réclamiez, maître Boisguérin. Et ne vous acharnez encore. Que voulez-vous de plus? Je vous en prie. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit. Je voudrais qu'on me laisse maintenant. J'ai tout dit. Je ne dirai plus rien. S'il vous plaît, un peu de silence! Vous êtes certaine, madame, de n'avoir rien à ajouter? Je ne dirai plus rien. Pas d'autres questions à poser, messieurs? Bien. La Cour vous remercie, monsieur Claude Granger. Vous pouvez demeurer dans la salle. Garde, faites retirer l'accusé. L'audience est suspendue. Je ne voudrais pas, messieurs de la cour, messieurs les jurés, en arrivant au terme de ma plaidoirie, me laisser entraîner par un désir de vengeance et réclamer un châtiment pour la coupable. Requérir ne fait pas partie des attributions de la partie civile. En vous rappelant les circonstances du crime, je vous ai fait connaître ce que je pense intimement être la vérité. Je répugne à mettre systématiquement la victime au pinacle. Aussi, Frédéric Berrier doit-il vous apparaître maintenant très simplement comme un homme dont la conduite certes ne fut pas toujours sans reproche, mais comme un homme en définitive ni meilleur ni pire que les autres. Cet homme, qui venait d'échapper à une dure épreuve, à la mort même, a été tué en pleine force, en pleine jeunesse, et il avait encore une fille à élever. Il faut s'en souvenir. Irène Berrier, exécuter son prochain n'a jamais rien résolu. Vous l'avez dit vous-même. Vous n'avez pas eu assez de patience. Vous deviez en avoir. Vous deviez savoir qu'il est parfois difficile de vivre à deux. Vous avez tué pour vous libérer. Et vous ne l'êtes pas. Vous ne le serez jamais. Vous ne le seriez même pas si par une aberration improbable, le jury ce soir vous acquittait. Vous partiriez d'ici libre, sans doute, mais vous seriez poursuivi tout au long de vos jours par certains souvenirs. Je vous observais hier lorsque vous nous avez fait enfin l'aveu de votre crime. Vous pleuriez, et à travers vos larmes,
vous regardiez votre main. Messieurs, j'ai horreur de faire de la littérature, mais parfois je m'y réfère. Je n'ai pu m'empêcher de penser à Lady Macbeth. Ainsi, même pour vous, Irène Berryer, votre geste n'est pas payant. Messieurs de la Cour, messieurs les jurés, vous allez vous réunir tout à l'heure pour de difficiles débats. Gardez présent à l'esprit qu'il s'agit de juger non seulement une criminelle, mais aussi un crime. Un homme qui ne demandait qu'à vivre a été tué. N'oubliez pas le fait lui-même, je vous en prie, pour sa mémoire. La parole est à monsieur l'avocat général pour son réquisitoire. Ma mission, messieurs de la Cour, messieurs les jurés, ne consiste pas à accabler l'accusé. Je dois simplement vous apporter quelques lumières afin que vous jugiez réellement, en connaissance de cause. D'une part, nous avons des faits. D'autre part, des éléments d'ordre psychologique infiniment plus difficiles à apprécier. On a commencé par nous présenter la victime comme un mari bourreau insupportable. Et par contraste, l'accusée nous apparaissait, elle, sous les traits d'une victime auréolée de toutes les sympathies. Je vous mets en garde. Par bonheur, maître Boisguérin a su remettre au point ce portrait déformé en nous montrant un homme, ce sont ses propres mots, ni meilleur ni pire que les autres. Je préfère me répéter que d'être incomplet. Cependant, je pense inutile de revenir sur cette question. Messieurs, l'accusé nous a fait de son crime un aveu tardif, beaucoup trop tardif. Mais elle ne nous en a point avoué la préméditation. Or, elle a commis un assassinat. Oui, elle a médité son acte, et longuement. Tout nous porte à le croire. Frédéric Berryer a l'impression que sa femme veut se débarrasser de lui. Il l'a dit, il l'a répété. J'ai là une lettre qu'il écrivit à son frère en mai 62. Je vous lis le passage où il exprime ses craintes. « Je suis certain, écrit-il, qu'Irène, tout au fond, m'en veut toujours. J'étais prêt à mener une existence sans histoire, mais elle m'exaspère. Alors tant pis. Au moins qu'elle soit jalouse pour quelque chose. Elle doit préparer en secret un moyen de se venger. » Ce n'est, messieurs, qu'un témoignage de plus. Donc j'imagine mal Frédéric Berryer, hanté par cette crainte et poussant sa femme à acheter une arme. Et même si cette crainte ne lui est venue qu'après l'achat du revolver décidé par lui, comme maître Giquel le suggérait, eh bien, que ne l'a-t-il caché ou jeté? Crainte de paraître avoir peur. Oh, allons. Entre la crainte d'être tué et celle de passer pour pusillanime, on choisit sans hésiter. La vérité, c'est que Frédéric Berryer n'a jamais proposé à sa femme d'acheter un revolver. Nous l'aurions peut-être entendu de la bouche même de l'accusé hier, sans l'intervention de son avocat. Intervention que je déplore à nouveau, maître. Permettez-moi de vous le faire remarquer, car enfin... Monsieur l'avocat général, puisque vous me prenez à partie, je vous réponds. Vous me reprochez une intervention parfaitement légitime. Je prends la cour à témoin que je n'ai pas fait autre chose que mon devoir de défenseur. Votre devoir de défenseur ne consiste pas à couper la parole à l'accusé afin de répondre à sa place dans le sens que vous souhaitez. L'embarras d'Irène Berryer exprimait assez son incertitude. Non, pas son incertitude, monsieur l'avocat général. Elle hésitait parce qu'elle avait conscience que vous ne la croiriez pas. Et en cela, elle ne se trompait pas. Il est en effet difficile de croire que son mari lui a fait acheter le revolver. Et s'il en est ainsi, j'aimerais en avoir la preuve. Quand vous affirmez la vérité, c'est que Frédéric Berryer n'a jamais proposé à sa femme d'acheter un revolver, j'aimerais aussi que vous le prouviez, monsieur l'avocat général. Et autrement qu'en tenant des propos blessants à mon égard, comme vous l'avez fait hier. Mais je n'ai pas tenu à votre égard des propos blessants, mais... Oui, Messieurs, enfin... je vous en prie. L'incident est clos. Pardonnez-moi, monsieur le président. Je tenais à mettre les choses au point. Voilà qui est fait, maître. Monsieur l'avocat général, veuillez reprendre votre réquisitoire. Bien, monsieur le président. Je persiste à penser, messieurs, que cette visite préalable de la victime chez un armurier, parfaitement incontrôlable, n'a jamais eu lieu. Car aucun armurier, vous vous en souvenez, n'a vu Frédéric Berryer. La réalité est beaucoup plus simple.
Irène Berryer vous proposez, vous, d'acheter une arme sous prétexte de vous défendre contre d'éventuels cambrioleurs. Vous demandez une autorisation, vous l'obtenez, et faites l'acquisition du revolver reçu de votre mari, précisément pour ne pas lui donner l'éveil. Le revolver est placé dans le secrétaire. Il le sait. Il peut, lui aussi, s'en servir à l'occasion. Rien de suspect, apparemment, dans cette affaire. D'ailleurs, je veux bien le croire, le désir de l'utiliser à des fins de vengeance n'est peut-être encore que très vague dans votre esprit. Et puis, peu à peu, ce désir se précise, messieurs, au fur et à mesure que la tension devient plus aiguë entre l'accusé et son mari. Ce qui devait arriver est arrivé, dit-elle à l'ami chez qui elle se réfugie. Ce qui implique qu'elle a déjà envisagé cette exécution, ce qui signe, messieurs, la préméditation. Quant à sa fuite, qu'il était difficile d'admettre après un suicide, elle s'explique mieux après le crime. Et où se précipite d'abord la meurtrière? Chez Claude Granger. Il n'est sans doute pas son amant. Mais c'est de lui qu'elle espère tout secours. Et si elle l'avait trouvé chez lui, toute la face de cette affaire en eût peut-être été changée. Car à Claude Granger, tout de suite, sans avoir eu le temps de réfléchir, elle eût sans doute tout avoué. Quand vous vous êtes senti perdu hier, Irène Berryer, prise au piège de vos contradictions, ce sont les paroles de Claude Granger qui ont amené l'aveu sur vos lèvres. Parce que vous vous êtes senti acquitté par lui. Parce que vous attachez à l'estime de cet homme un immense prix, vous avez enfin dit la vérité. Je mesure à cela toute la tendresse du sentiment que vous lui portez. Et rien ne prouve que vous ne souhaitiez pas, au fond de vous-même, vous débarrasser d'un mari maintenant détesté pour pouvoir enfin refaire votre vie avec votre cousin. Mais cet homme, qui pourtant s'attendait au pire, c'est certain, cet homme n'était pas chez lui, messieurs, ce dimanche-là. Désemparée, la meurtrière cherche un autre appui, l'ami près de qui elle retrouvera sa petite fille. Et c'est durant le trajet, durant ces haltes dans la campagne, que l'accusé entrevoit la possibilité d'échapper à la justice et bâtit son plan. Irène Berryer s'est fabriqué une vérité. Elle s'y est tenue aussi longtemps que possible, avec une obstination extraordinaire. Peut-être avait-elle fini par y croire. Messieurs, un acquittement prononcé par vous ce soir donnerait le champ libre à toutes les épouses mécontentes ou excédées. Ce serait trop facile vraiment de tuer et de venir se poser en victime. Vous le rejetterez, comme vous rejetterez le sursis. Expier ne veut pas dire seulement réparer, cela signifie aussi apaiser. Irène Berryer doit expier et rentrer dans la vie apaisée. Aussi, je requiers de vous, messieurs de la Cour, messieurs les jurés, la condamnation à une peine de 5 ans de réclusion criminelle. Et en m'en tenant à ce minimum, je crois témoigner d'une particulière indulgence. Vous avez à prendre la responsabilité d'un jugement qui aura un grand retentissement étant donné la publicité accordée à ce procès. Je vous fais entière confiance. À vous, qui vous êtes engagés par serment à juger suivant votre conscience et votre intime conviction. En homme propre et libre. Et je vous le rappelle, devant Dieu et devant les hommes. La parole est à monsieur l'avocat de la défense. Monsieur le Président, messieurs les conseillers, messieurs les jurés, Frédéric Berryer s'est suicidé. Certes, Irène Berryer, sa femme, a tiré sur lui 2 coups de revolver, elle l'a avoué. Cependant, Maître Boisguérin, vous avez dit de la victime, c'était un homme qui ne demandait qu'à vivre. En réalité, c'était un homme qui ne demandait qu'à mourir. Vous avez compris, monsieur l'avocat général, que je ne tenterai pas de noircir la victime. Mon désir est au contraire de l'expliquer.
Voulez-vous vous reporter à la déposition du témoin, M. Jacques Le Breton, l'ami de Frédéric Berrier? Ce témoin nous a parlé d'un médecin, d'un psychothérapeute exactement, consulté par la victime au printemps 1962. Par M. Le Breton, j'ai pu avoir l'adresse de ce médecin, le docteur Jacques Thuillier. J'ai été reçu par lui ce matin, et messieurs, le secret professionnel ne pouvait tenir devant l'importance de l'affaire qui m'amenait auprès de lui. J'aurais prié la Cour de bien vouloir entendre le docteur Thuillier si celui-ci n'eût été en instance de départ pour Moscou. Un congrès de psychologie l'y appelle. En ce moment même, il vole vers la Russie. Mais il a bien voulu me faire parvenir une lettre. L'huissier me l'a remise tout à l'heure. Vous avez pu le voir au cours de votre réquisitoire, monsieur l'avocat général. Aussi, je vous prie de m'excuser de faire état de ce document si tardivement. Je regrette qu'il ne me soit pas arrivé plus tôt pour pouvoir vous le communiquer. Et moi aussi je le regrette, maître. Si cette lettre constitue une information véritablement intéressante, il est fâcheux que monsieur le président, monsieur l'avocat de la partie civile et moi-même, nous n'en ayons pas eu connaissance à temps. À l'impossible, monsieur l'avocat général, nul n'est tenu. Je déplore même que ce médecin, le docteur... quel est son nom? Le docteur Jacques Thuillier. Que le docteur Jacques Thuillier n'ait pu être entendu par la Cour à titre de témoin. La plus élémentaire courtoisie vous invitait à nous faire part au moins de cet élément nouveau, maître. Je déplore que vous ne l'ayez pas fait. Monsieur l'avocat général, vous avez pu entendre hier, comme toutes les personnes présentes au débat, le témoignage de monsieur Le Breton. Si son information donnée incidemment sur les rapports de la victime avec un médecin vous a paru secondaire, elle m'a semblé à moi d'un intérêt capital. Je n'ai empêché personne d'y attacher la même importance. Au moins auriez-vous pu nous informer de votre entretien avec le médecin? Pas avant de pouvoir produire cette lettre comme une preuve. Cette lettre que je vais vous lire maintenant si monsieur le président m'y autorise. Je regrette également de n'en avoir pas eu connaissance plus tôt, maître. Mais l'incident est clos. Voulez-vous nous lire les passages essentiels de cette lettre? Ensuite, vous la communiquerez à la Cour. Je vous remercie, monsieur le président. Voici ce qu'écrit le docteur Thuillier. Au début du mois d'avril 1962, incidemment, j'ai parlé avec M. Frédéric Berrier de la technique dite du rêve éveillé dirigé que j'applique régulièrement à certains de mes malades et qui est différente de la technique de la psychanalyse classique, plus rapide aussi. M. Berrier a manifesté aussitôt le désir d'en faire l'expérience par simple curiosité. En vérité, s'il refusait de passer pour quelqu'un qui a besoin de soins, il n'en sentait pas moins la nécessité de rétablir un équilibre compromis. De ce qu'il m'a confié, et surtout des 5 séances que nous avons faites ensemble, il ressort que Frédéric Berrier était un homme dominé par le goût de la mort, au point d'être habité depuis l'enfance par l'idée du suicide. Au cours de son ultime séance, les raisons de son comportement n'étaient pas encore apparues. Elles pouvaient aussi bien n'apparaître jamais. Il m'eût été possible de le guérir sans que le choc initial fût précisé. Il a fait une première tentative de suicide à l'âge de 8 ans dans le pensionnat où ses parents l'avaient placé comme interne. Une pendaison manquée à la crémone d'une fenêtre de dortoir. Nous ignorions cela totalement, messieurs, et je suis certain qu'Irène Berrier n'en a jamais eu connaissance. Puis, à 19 ans, à la suite d'un échec à un examen, il a fait une seconde tentative en s'entaillant, mais insuffisamment, les veines du poignet gauche. Ce que nous avons d'ailleurs appris par le témoin, Madame Quentin. De son aveu même, Frédéric Berrier manquait du courage nécessaire pour la réussite de ses desseins. Mais il ne se rendait pas compte, je puis l'affirmer, de ce que son désir de mourir pouvait avoir d'anormal. Il ne se rendait pas compte, messieurs. Je vous prie de vous en souvenir. Je poursuis. À l'âge de ses premières aventures, son désir de la mort et son désir de la femme se confondent. Son donjuanisme particulier s'explique plus par cette recherche de la mort que par la recherche de l'amour. Je serais parvenu très probablement à substituer à cette habitude morbide des réflexes bien adaptés qui auraient redonné à Frédéric Berrier un comportement tout à fait normal.
Suivent des considérations d'ordre plus scientifique sur les procédés employés dans le rêve éveillé dirigé pour explorer l'inconscient des sujets. Messieurs, je vous fais passer cette lettre qui est, à mon sens, le document le plus précieux de cette affaire. Pardon. Voilà. Merci. Ainsi, nous voyons maintenant se dessiner dans sa vérité Frédéric Berrier. La pressentant déjà, cette vérité, sans pouvoir étayer ma conviction de façon concrète, j'ai posé hier au médecin expert, le docteur Lamotte, une certaine question. Souvenez-vous-en, messieurs. Une question relative aux victimes qui, souhaitant pour une raison ou une autre quitter la vie, poussent en toute conscience quelqu'un au crime. Le docteur Lamotte l'a reconnu, cela se rencontre parfois. Eh bien, je l'affirme, Frédéric Berrier a amené sa femme à le tuer, mais chez lui, ce désir est demeuré inconscient. Veuillez vous souvenir des dépositions de ses anciennes maîtresses, et particulièrement de celle de Florence Vanier que nous avons vue à cette barre. Les interrogatoires des autres femmes ont été consignés au rapport, et de tous ces témoignages, il ressort, et là je le dis sous le contrôle de la Cour qui a le dossier entre les mains, il ressort que Frédéric Berrier s'arrangeait toujours pour rendre follement jalouses toutes ses maîtresses, et il les choisissait d'ailleurs extrêmement jalouses et vindicatives. Question pour lui rituelle, il leur répétait « Que ferais-tu si je te trompais ?» Pour s'entendre répondre « Je te tuerai ». Frédéric Berrier a persécuté sa femme de toutes les manières. Il l'excite elle aussi à la jalousie. Et enfin la pousse à la révolte en l'accusant à tort d'avoir des relations déshonnêtes avec son cousin Claude Granger. Accusé à tort. Ah, d'instinct, il a trouvé le point sensible. L'injustice, dont elle a gardé, on nous l'a dit, une horreur quasi enfantine. Aucun témoin ne peut confirmer le caractère odieux des scènes qui éclatent fréquemment entre les deux époux. Vous l'avez souligné, monsieur l'avocat général. Et que peut-on à cela ? Ces sortes de scènes n'ont-elles pas lieu généralement dans l'intimité? Et comment s'en étonner? Monsieur l'avocat général, vous voyez l'indice d'un désir de vengeance dans la réaction de Madame Berrier lors du premier drame. Dommage qu'elle l'ait raté. Cri du cœur, avez-vous dit? Sans doute. Celui d'un cœur atteint au plus sensible. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait manifesté quelque mépris à l'égard d'un homme qu'elle avait aimé et qui lui apparaissait soudain si peu estimable. Sa générosité n'est pas une façade. Pour tout effacer, il faut vraiment qu'elle soit généreuse, car il ne s'agit pas chez son mari d'une aventure accidentelle, et guérie, il menace de recommencer. Combien de femmes auraient supporté cela, même pour assurer la tranquillité de leur enfant? Eh bien, Irène Berrier, elle, supporte tout. Et pendant 1 an, elle s'appuie sur l'amitié désintéressée de son seul parent, Claude Granger. Songez que si elle avait quoi que ce soit à se reprocher quant à leurs relations, elle vous les aurait cachées. Et c'est encore à Claude Granger qu'elle écrit la lettre émouvante que vous connaissez. Non, messieurs. Non, quand on projette froidement un crime, on n'écrit pas une lettre aussi compromettante. Irène Berrier se voit encore reprocher le choix de ce dimanche de solitude. Mais il n'y a pas de choix. De même que Frédéric Berrier court vers l'accomplissement d'une destinée qu'il provoque sans le savoir, de même sa femme participe à cet accomplissement sans comprendre. Le quartier est désert. Maria Quentin est absente. Marie-Claire a été conduite chez sa marraine à l'improviste la veille, comme cela arrive très souvent, on nous l'a dit. Eh bien oui, ce sont là de petits faits tout naturels. L'enchaînement de ces faits aurait pu se présenter autrement, mais peu importe. Il y aurait toujours eu un moment où Frédéric Berrier aurait provoqué la colère de sa femme. Il ne demandait qu'à poser des banderilles. Un prétexte en valait un autre. Prétendre vouloir brûler, et avec quel mépris, quelle vulgarité, les lettres d'amour et les photos, c'est bien jouer le jeu le plus dangereux. Ces lettres qui se trouvent précisément dans le secrétaire
comme le revolver. Il le lui désigne, il la pousse à bout, l'injurie. Et l'on reproche à Irène Berryer d'avoir quelques défaillances de mémoire à propos de ces minutes terribles. Mais elle était hors d'elle-même. C'est dans un geste inconscient qu'elle a tiré. Aujourd'hui, cette femme pleure, accablée. Elle regrette. Et elle demande pardon par ma voix. Je répugne, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Messieurs les jurés, à faire du mélodrame en vous parlant d'Irène Berryer et de sa petite Marie-Claire. Vous me connaissez comme un ennemi des effets oratoires. L'opinion publique compare souvent une cour d'assises à un théâtre, en flétrissant le côté un peu spectaculaire, certes, de l'appareil judiciaire. Ce mot de théâtre me gêne quand je pense que dans ce drame, la liberté du personnage principal est en jeu. Je n'ai pas, voyez-vous, l'impression de plaider. Il me semble que, très simplement, je converse avec chacun de vous. Et à chacun de vous, je dis ceci. Il y a quelque part dans Saint-Germain une enfant de 10 ans qui sait seulement que son père est mort et qui ignore tout de cette triste affaire. Elle attend le retour de sa maman partie pour un très long voyage. Pensez à l'avenir de Marie-Claire. Vous avez demandé, monsieur l'avocat général, qu'Irène Berryer expie et s'apaise. Expier, c'est déjà fait. Elle n'a pas déposé de demande de mise en liberté provisoire. Elle aurait pu le faire. Mais non. Elle a vécu déjà journée après journée, nuit après nuit, 16 mois de détention. Le temps de réfléchir, de regretter. Il arrive souvent que la vie ne distribue pas aux êtres humains un très beau rôle. Oh, je n'ose vous parler de fatalité, et pourtant, c'est une mauvaise chance que d'être un Frédéric Berryer, victime, ou une Irène Berryer, victime, elle aussi. Car il fallait nécessairement une Irène à l'achèvement du destin de son mari. Si par un acquittement pur et simple, vous permettez ce soir à l'accusé de sortir libre de cette épreuve, vous rendrez bonne justice. Je vous le demande, cet acquittement. Je vous le demande, messieurs, pour faire échec à la mauvaise chance d'Irène Berryer. Accusé, levez-vous. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Non, Monsieur le Président, non. Je regrette ce que j'ai fait. Non, je n'ai rien à ajouter. Je déclare les débats terminés. La Cour va se retirer pour délibérer. Mesdames, Messieurs les jurés, voici les questions auxquelles vous aurez à répondre. L'accusée est-elle coupable d'avoir, le 24 juin 1962, à Villerennes, volontairement donné la mort à son mari, Frédéric Berryer? A-t-elle agi avec préméditation? Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé? Je vous donne lecture de l'instruction suivante. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire dépendre particulièrement la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves apportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Garde, faites retirer l'accusé. L'audience est suspendue.
La cour. L'audience est reprise. Accusé, levez-vous. Je vous donne la lecture du verdict. Voici les réponses faites aux questions posées et l'arrêt délibéré en commun. Oui à la première question à la majorité de 8 voix au moins. Non à la deuxième question. Oui à la troisième question. Vu les réponses et vu les articles 295, 304, 463 et 40 du Code pénal, la cour d'assises condamne l'accusé Berrier Irène, née Lemoine, à la peine de 5 ans d'emprisonnement avec le bénéfice du sursis. Je vous rappelle ce qu'est le sursis. Si dans un délai de 5 ans, vous n'encourez aucune autre peine, vous ne ferez pas celle à laquelle vous venez d'être condamné. Condamné. Madame, je vous avertis que vous avez 5 jours francs pour vous pourvoir en cassation contre cet arrêt. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. La Cour va maintenant se retirer et revenir pour juger en tribunal civil sur les dommages-intérêts demandés par la partie civile. Oh, maître, merci. Je ne sais pas comment vous dire. Mais je vous en prie, chère madame. Je suis très heureux. Pendant la suspension d'audience, votre cousin Claude Granger m'a chargé de vous prévenir, pour le cas où vous seriez libre, qu'il vous rejoindra tout à l'heure au greffe du tribunal. Ah, il viendra. Merci. Mais est-ce que je vais pouvoir vivre, moi, maintenant ?